Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vision Chine. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le plateau de Mandarin TV Monsieur Patrick Baruel. Bonjour Sylvie. Bonjour Monsieur Baruel. Monsieur Baruel, vous êtes président de Joballet Paris. Oui. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors, Joballet Paris est un joaillier de la place Vendôme, puisque nous sommes situés au 10 place Vendôme, avec une spécificité, mais peut-être on en parlera un petit peu plus tard. Nous sommes un spécialiste du bijou sur mesure. Donc, outre le fait que je sois président de cette maison, j'ai aussi une activité comme conseiller du commerce extérieur de la France, puisque je suis président du comité Île-de-France de ce qu'on appelle les conseillers du commerce extérieur de la France. Leur objectif, c'est en fait d'aider les entreprises françaises à exporter dans le monde et aussi l'attractivité de la France, c'est-à-dire aider les entreprises étrangères à venir s'implanter en France. Voilà, donc ça c'est une deuxième casquette que j'ai dans mon activité déjà bien remplie. Très bien. Alors, vous avez déjà été en Chine, Monsieur Baruel, dans le cadre professionnel ou personnel? Oui, j'ai été en Chine. Alors, la première fois que j'ai été en Chine, ça fait bien longtemps, puisque ça fait presque 30 ans maintenant. J'étais à l'époque étudiant et je faisais ce qu'on appelle une mission export à Hong Kong. Et j'en ai profité pour aller visiter la Chine. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui m'a toujours attiré. Et j'ai été à Canton à l'époque, on n'était pas loin de Hong Kong. Et c'est vrai que Canton, il y a 30 ans, c'est pas du tout Canton d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a marqué là, la première chose qui vous a vraiment surprise quand vous êtes arrivé? En fait, la première chose qui est à l'époque était très surprenante, c'est les vélos qui étaient arrêtés au feu. Il y avait des vélos, mais par quantité énorme, des lignes de 100 mètres de vélos, et ça c'était quand même très impressionnant. Ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est vrai qu'on est rentré dans une ville qui est quand même une très grande ville, et les boutiques, en fait, il n'y avait pratiquement pas de boutiques, c'était des échoppes à ciel ouvert, si je peux dire. Et donc c'était assez surprenant, quand vous venez d'Hong Kong, d'arriver à l'époque à Canton, et il y avait une telle différence. Donc c'était assez un choc culturel. Et avant de mettre les pieds dans ce pays, est-ce que vous y avez déjà une image? Quelles informations, qu'est-ce que vous saviez de la Chine? Alors c'est vrai que j'ai toujours été attiré par la Chine. Pourquoi? Parce que déjà petit, je regardais les films de Kung Fu, donc c'est ça qui m'a, je dirais, beaucoup attiré sur la culture chinoise. Et de ce fait, j'ai pratiqué les arts martiaux. Et d'ailleurs, mon fils m'a suivi, puisque lui-même a pratiqué les arts martiaux, puisqu'il faisait du Kung Fu. Et d'ailleurs, il a fait des compétitions internationales en Chine et à Hong Kong. Et en plus, aujourd'hui, c'est vrai que mes enfants apprennent le chinois, mes deux enfants apprennent le chinois. Donc vous voyez, on a une culture familiale qui est une culture très axée sur la Chine. Tout à fait. Et vous y retournez régulièrement en Chine? Alors c'est vrai que j'ai travaillé pendant 20 ans dans le groupe Hermès, donc j'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises, que ce soit à Shanghai, à Canton ou Pékin évidemment, mais aussi à Wuhan. Et j'y vais en effet de temps en temps pour la maison Joballet, puisque aujourd'hui on a un site en chinois, et donc on a une clientèle de plus en plus importante chinoise qui recherche ces bijoux très haut de gamme. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur votre meilleur souvenir et pire souvenir, si je puis dire, de vos voyages en Chine? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous faire partager? Alors je vais commencer par le pire parce que c'était le premier et on finira par le meilleur. Voilà. Alors au niveau du pire, c'était il y a ce fameux 30 ans quand j'ai été à Canton où en effet j'avais pas forcément l'habitude, et à cette époque-là il faisait une chaleur épouvantable cette année-là, et c'est la première fois où j'ai attrapé une insolation et j'étais vraiment malade pendant 3-4 jours. Et donc ça a été pour moi un souvenir pénible parce que j'étais content de vouloir découvrir ce pays, et malheureusement j'ai été malade pendant 3 jours. Donc voilà, voilà, ça c'est un pas bon souvenir, mais depuis je me suis rattrapé, et le meilleur souvenir c'est peut-être quand, comme je le disais, avec mon fils et donc ma fille aussi, du coup nous avons été en Chine et en Hong Kong pour faire des compétitions, et il se trouve que ma fille est très blonde, aux yeux bleus, et qu'il y avait donc évidemment beaucoup de Chinois, mais de Chinois de partout en fait, et de Shaolin en particulier, et tout le monde était attiré justement par ces deux petits Français qui faisaient du Kung Fu. Mon fils qui faisait quand même, encore une fois, il a eu plusieurs médailles, et donc il y a eu une espèce de rapprochement entre les enfants, même les adultes chinois qui venaient voir, en particulier ma fille, en faisant des photos, etc. Parce que je pense qu'en effet, ils n'avaient pas forcément l'habitude de voir une petite blonde aux yeux bleus, et donc ça a été pour moi un souvenir très marquant, et ça s'est fait toujours dans la bonne humeur, et ça c'était vraiment très beau. Je dirais, j'étais accompagné par notre responsable sur place de la filiale, et il se trouve qu'elle était enceinte.
et qu'en fait elle venait de découvrir qu'elle était enceinte. Et donc elle a annulé au dernier moment le fait de m'accompagner. Oui, vous étiez allé tout seul. Et du coup, en fait, c'est la première fois où je me suis débrouillé tout seul. Hein. Donc en fait, alors même si aujourd'hui c'est des grands aéroports internationaux, Ouais. mais c'est vrai que je suis arrivé à l'aéroport où quand tout est écrit en chinois, etc., c'est pas forcément évident. C'est vrai. Et donc là où c'était très intéressant, c'est que les gens sont tout à fait avenants et tout de suite on voit que vous cherchez et ils vous aident. Donc ça a été le premier élément. Et quand je suis arrivé à Wuhan, il se trouve que donc mon partenaire sur place ne parlait pas anglais. Donc ça a été et donc j'ai passé 2 jours avec elle, Oui. sans qu'elle ne parle anglais, sans que moi je ne parle chinois. Là, toute la magie, je dirais, de l'être humain, c'est qu'en fait, pendant 2 jours, elle me parlait, et tout en... Elle parlait en mandarin quand même. Oui, elle parlait. Alors, je ne sais pas si c'était d'ailleurs du mandarin, Ou un oran, dialecte. ou le dialecte, mais je pense que c'était plutôt le mandarin parce que j'avais quelques mots que j'arrivais à saisir. Vous savez, quand vous commencez à aller en Chine et que vous êtes un petit peu, il y a quelques mots que vous arrivez à comprendre. Donc, en fait, elle essayait de m'expliquer. Donc, on savait aussi un petit peu de quoi on parlait. Et c'était intéressant. Donc, c'était la langue des gestes. Plus le fait d'entendre elle-même, du coup, ne parlant pas anglais, moi je parlais français puisque ça servait à rien que je parle anglais. Et alors, pourtant le chinois et le français sont quand même 2 langues complètement différentes, il n'y a aucun mot commun. Et elle arrivait quand même à saisir plus ou moins, alors je ne sais pas si elle comprenait tout, mais voilà. Et donc pendant 2 jours, en fait, on a travaillé sur un concept de boutique à l'époque. Sans se comprendre quelque part, mais en se comprenant. Et donc le projet s'est développé, et donc ce premier rendez-vous était quand même très très intéressant. Et le soir, donc évidemment, je dînais avec elle. Là aussi c'était assez intéressant, puisque me demandant ce que je voulais prendre, tout était écrit en chinois, elle-même ne parlait pas anglais, donc personne ne pouvait me traduire. Et donc j'ai découvert en fait quelques plats typiques et traditionnels, et je crois que c'est là où j'ai mangé ma première fondue chinoise. Et donc ça c'était aussi un voyage assez extraordinaire. C'est intéressant. Vous avez en général, j'imagine, quand c'est pour le travail, quelqu'un qui vous accompagne, un traducteur sur place. Exactement, donc j'ai toujours quelqu'un qui puisse m'accompagner, parce que quand vous travaillez, c'est important malgré tout de se bien se comprendre. Hein. Quand vous négociez des contrats, quand vous négociez des emplacements, quand vous négociez tout ça, c'est évidemment fondamental que vous puissiez exprimer ce que vous souhaitez. Mais malgré tout, alors le traducteur, on ne sait pas s'il traduit bien ou pas bien, mais par rapport à la réponse, vous savez déjà si la traduction a été bien faite ou pas. Et si elle n'a pas été bien faite, à ce moment-là, vous recommencez. Mais voilà, donc ça c'est en effet une spécificité en Chine. Et l'autre spécificité, c'est que systématiquement, quand j'étais en Chine, un petit peu comme au Japon d'ailleurs, c'est les repas. Oui. Les repas sont très importants. Ça commence tôt déjà, hein, et puis ça dure très tard. Oui. Donc, et puis ce qui est toujours étonnant, et moi ce qui me ravit dans la cuisine chinoise, c'est toute cette multitude de plats, avec ces grandes tables, avec au milieu cette espèce de plateau qui tourne, et vous découvrez finalement des plats que vous ne connaissez pas, avec des ingrédients que vous ne connaissez pas forcément. Et c'est ça qui était pour moi très intéressant. Et là aussi, si je dois rebondir par rapport à la cuisine chinoise, c'est une cuisine que j'adore, compliquée à cuisiner, donc je ne m'y risque pas. En France, on essaye d'avoir une cuisine où en fait la quantité de nourriture est quand même plus limitée. Sur la cuisine chinoise, et en particulier quand on est en Chine, et surtout quand on va dans ces restaurants, vous avez une quantité astronomique de nourriture. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, donc, parce que des fois il y a beaucoup de gaspillage, mais ça fait partie un petit peu de la vie. Et ce qui est important aussi quand vous êtes avec ces hommes d'affaires chinois ou les femmes d'affaires chinois, c'est que vous devez goûter à tout, quoi. Vous voyagez beaucoup pour le travail. Oui. Vous avez travaillé pour Hermès, vous avez maintenant votre propre marque de luxe, tout à fait. Jo Ballet Paris. Vous avez travaillé pendant 20 ans, c'est ça? Oui, pour pendant Hermès quand même, voilà. Pour la groupe Hermès, Et maintenant, donc, vous avez votre propre marque. Est-ce que vous pouvez donc revenir avec nous sur cette aventure Jo Ballet Paris? Alors Jo Ballet Paris en fait a été créé en 2008, et je suis à l'origine de cette création avec un joaillier, puisqu'à l'époque j'ai rencontré ce joaillier qui avait une spécificité, qui faisait des pièces de joaillerie, de haute joaillerie, de très haute
qualité. Oui. Et je me suis dit à l'époque que ce serait bien, pourquoi pas, de créer une société qui puisse faire des bijoux très haut de gamme, mais qu'on puisse vendre soit à l'international, soit à travers Internet. Ce qui en 2008 était un peu révolutionnaire puisque Internet n'était pas développé comme aujourd'hui. Donc on a commencé comme cela, un petit peu au niveau de Joballet. Moi j'étais à la limite simple actionnaire et je donnais les grands axes stratégiques, mais je ne gérais pas la société au quotidien. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de quitter le groupe Hermès pour pouvoir justement m'occuper à plein temps de cette maison. Pourquoi? Parce que Internet a beaucoup évolué, a beaucoup changé et aujourd'hui nos clients achètent via Internet. Pourquoi ils achètent chez nous, et en particulier aussi les clients chinois, parce qu'en fait ils recherchent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des produits uniques, très haut de gamme, mais quand même avec un bon rapport de qualité-prix. Sachant que nous, on n'a pas de boutique. Oui. Pourquoi? Parce qu'on fait du sur-mesure, et puisqu'on fait du sur-mesure, on n'a pas de stock, puisqu'on ne sait pas ce que veulent nos clients, et donc on n'a pas besoin de présenter dans une boutique. Et ça, c'est pour nous très important parce que, justement, par rapport à ce rapport qualité-prix. Donc, nos clients viennent nous voir, soit avec des idées de création, soit sur des bijoux déjà existants qu'on personnalise. Oui. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la différence par rapport à d'autres marques de la place Vendôme. Tous nos confrères de la place Vendôme ont, eux, du stock et des boutiques, alors que nous, on n'a pas de stock et on fait aussi du très haut de gamme. Voilà, c'est un petit peu la spécificité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, on a fait une évolution par rapport aux nouvelles technologies, puisque moi j'ai l'habitude de dire que nous sommes le joaillier 3.0, voire 4.0 de la place Vendôme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on utilise l'impression 3D. Oui. Quand vous faites à l'époque, quand on faisait un bijoux sur mesure, on dessinait, et puis on montrait au client le dessin, on faisait généralement ce qu'on appelle une cire, mais qu'on sculptait à la main, et qu'on montrait au client. Aujourd'hui, grâce à l'évolution de l'impression 3D, on peut faire une cire en impression 3D qu'on va montrer au client, qui va valider avant de fabriquer. Et ça, c'est très gros avantage. Ça, c'est simplement pour la maquette. Ça, c'est simplement la maquette. Après, tout le travail reste encore fait. Tout le travail reste à la main. C'est le travail, encore une fois… C'est le plus du savoir-faire français quand même. Alors, je dirais même plus, c'est le plus du savoir-faire de la place Vendôme. Oui. Et donc, chaque bijou a son histoire. Et aujourd'hui, cette clientèle chinoise est intéressée justement par connaître l'histoire. Et est-ce qu'on peut dire, est-ce que même le marché, le secteur de la joaillerie de haut de gamme, de luxe, connaît la crise? Vous avez quand même constaté une évolution dans les comportements d'achat ou… Oui, alors il y a une grosse évolution et je me souviens, après les attentats malheureux de Paris, il y a eu un reportage qui avait été fait par une télévision française qui avait été voir différents acteurs du luxe et était venu m'interviewer en me demandant mais finalement est-ce que vous êtes touché par justement ces attentats du fait que les touristes ne viennent plus, en particulier les touristes chinois mais aussi américains, japonais. Et je leur avais dit écoutez, c'est malheureux à dire mais non. Parce qu'aujourd'hui, les touristes ne viennent plus, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin toujours de bijoux et donc ils l'achètent via notre site. Oui. Et donc nous, on était en progression de 20%. C'est malin pour vous, finalement. Alors, pas que c'est malin, mais c'est le gros quand même de vos chiffres, voilà. Vous faisiez via Internet. Exactement. Et donc, si vous voulez, à l'époque, tous les gens qu'on interviewait, ils étaient à moins 10, moins 15, moins 20, moins 30, et nous, on était à plus 20. On était un petit peu l'exception, et l'exception se continue, puisqu'on a des chiffres de progression très importantes d'une année à l'autre. Pourquoi? Parce que justement, ce nouveau concept. Aujourd'hui, les clients sont prêts à acheter des bijoux de la place Vendôme sans se déplacer. Et ça, c'est très important. On fait beaucoup de bagues de fiançailles et 70% de notre clientèle sont des hommes. Notre premier client Joballet en 2008 était un Chinois. Un Chinois de Chine ou un Chinois résident en France? De Chine, qui avait vu, alors je crois que c'était un article, et qui nous avait commandé un bracelet en émeraude via un contact qu'il avait à Paris. Ouais. Et ça a été notre première vente. Et c'est vrai que maintenant je me souviens, c'était, vous voyez comme quoi la maison Joballet est liée à la Chine, puisque notre premier client était chinois. Et aujourd'hui d'ailleurs nous avons un site en chinois, joballet.cn, où justement à la fois la clientèle chinoise le consulte et achète. Et je me souviens, l'achète avant de venir à Paris. Oui. Et vient la récupérer à Paris pour la détaxe. Et sinon, on a une clientèle locale chinoise aussi, et beaucoup d'expatriés en fait, chinois qui travaillent dans des sociétés chinoises ou sociétés françaises et qui travaillent à Paris et qui viennent nous voir. Il y a quelques années, quand on parlait des clients chinois, c'était un petit peu comme à l'époque les Russes, ils achetaient ce qui était plus cher, sans savoir ce qu'ils achetaient. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, ils savent ce qu'ils veulent acheter, ils achètent de la qualité, ils veulent des produits personnalisés. Il y a 4-5 ans, c'était surtout, on voulait acheter
logo. Aujourd'hui, non, on cherche un produit presque unique et très élitiste. Donc vous voyez, il y a vraiment cette évolution et je pense que ça va continuer comme ça et je trouve que c'est plutôt bien, quoi. Donc, et ça fait partie de l'évolution aussi de ce beau pays. Comment est-ce que vous décririez-vous le client chinois? Alors, le client chinois de Chine et le client chinois résident en France. Quelles sont les grandes différences pour vous par rapport à une clientèle, on va dire, occidentale? Alors, ce qui fait la particularité un petit peu en culture chinoise, on a l'habitude de dire, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant parce que beaucoup de jeunes Chinois font leurs études en Europe, oui, ou aux États-Unis, mais à un certain temps, quand vous discutiez avec un Chinois, c'était toujours oui. D'ailleurs, je crois que non n'existe pas en chinois. C'est vrai, c'est peut-être mal vu, ou il y a une manière de dire, mais ce ne sera pas non. Voilà, voilà. Donc c'est toujours oui. Et ensuite, ça peut durer très longtemps au niveau des discussions. Aujourd'hui, il y a une certaine évolution où justement, en particulier, cette jeune génération a plus tendance à dire les choses. Si ça ne les intéresse pas, c'est non. Et voilà. Comment vous arrivez à comprendre, alors à lire entre les lignes, puisque si vous avez affaire à une personne qui ne dit pas non, mais qui vous dit oui, 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 voilà, on arrive à sentir aujourd'hui, en effet, si la personne est intéressée ou pas, ou si on va aller un peu plus loin ou pas. Et donc, par exemple, pour la maison Jobalet, c'est un petit peu pareil. Les Chinois qui habitent en France, et ici Paris, ont une tradition un petit peu différente, dans le sens où le Chinois qui vient en touriste en France, il achète, il fait sa détaxe, et voilà. À Paris, parce qu'ils ont peut-être cette culture, est-ce qu'on peut avoir un prix, une remise? Et ça, malheureusement, nous, on ne le fait pas puisqu'on est une marque de luxe et qu'on a les prix les plus justes. On est déjà beaucoup… Par rapport à la concurrence. Voilà, par rapport à nos confrères. Je n'appelle pas ça des concurrents parce qu'on est complémentaires par rapport à eux. Voilà, et donc, voilà, nous, on a le juste prix, si je puis dire, par rapport à nos produits. Mais voilà, c'est un petit peu la différence. Mais la clientèle chinoise française, finalement, même si c'est la deuxième génération aujourd'hui, finalement, qui vient nous voir, elle a cette culture un peu française maintenant. Donc ils parlent français déjà, la plupart d'entre eux. Et puis donc ils travaillent, ils achètent un petit peu comme les Français aujourd'hui. Même si c'est encore un petit peu différent, mais ça se rapproche de plus en plus. Est-ce que c'est une clientèle qu'on pourrait dire plus exigeante ou qui fonctionne au coup de cœur? Est-ce que c'est plus difficile en fait de vendre un bijou à un type de clientèle plus qu'une autre? Alors c'est plus difficile dans le sens peut-être où on a besoin de les éduquer. Parce qu'ils ont tendance à dire je veux un gros diamant, mais finalement je suis prêt à acheter un gros diamant à un prix relativement élevé, même si je paye une qualité qui n'est pas bonne. Et c'est ça le problème, c'est que souvent ils vont voir des boutiques malheureusement qui voient que ce sont des Chinois et qui vont leur vendre un diamant parce qu'ils savent qu'ils veulent un carat par exemple, mais avec une qualité très très faible et pas bonne du tout. Et donc finalement le client va croire faire une bonne affaire et finalement il ne va pas faire une bonne affaire du tout. Et ça c'est la problématique. Et ça c'est à nous aussi de leur expliquer que finalement quand ils achètent une pierre, il faut faire attention à ce qu'ils achètent au niveau qualité. Et en effet, la qualité ça se paye, mais des fois il vaut mieux avoir un diamant un peu plus petit, mais de meilleure qualité. Maintenant, donc, vous intéressez à des marques qui sont peut-être qui n'affichent pas en fait. Plus élitistes. Voilà, exactement plus élitistes comme vous dites. Donc ça tend vers ça en fait. Est-ce que pour vous, dans le secteur de la joaillerie, il y a aussi ce phénomène-là, on tend vers quelque chose de… Oui, très très fortement. Donc aujourd'hui, en effet, à une certaine époque, on achetait que des marques très connues et on voyait le quart des touristes, par exemple chinois, qui arrivaient, qui allaient soit à la place Vendôme, soit sur rue du Faubourg Saint-Honoré chez Hermès. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, encore une fois, c'est vrai qu'ils vont chercher une marque où il y a une spécificité, il y a un savoir-faire, il y a en effet, je veux faire quelque chose de sur mesure, je veux offrir une bague que je ne trouve pas ailleurs. Et c'est vrai que quand on voit certaines marques, que je ne citerai pas, qui ont fortement augmenté les prix parce que justement ils avaient cette clientèle chinoise, aujourd'hui, ils ont moins cette clientèle parce que la clientèle chinoise dit attention, moi aujourd'hui je sais ce que je veux acheter et on ne va pas me vendre n'importe quoi. Et donc il y a une évolution.
Comme il y a une évolution d'ailleurs en Chine, je me rappelle à une certaine période, il y a des marques par exemple de montres qui, quand vous alliez dans la boutique pour changer la batterie de la montre, faisaient payer 200 €. Alors qu'en France, c'était gratuit. C'était ce qu'on appelle le fish meat. Et aujourd'hui, il y a cette évolution, et les gens ne savaient pas, donc ils payaient. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a une évolution au niveau aussi de ce qu'on appelle le customer experience du client chinois, qui est complètement différent que ce qui était il y a même 3-4 ans, quoi. Pourquoi est-ce que le savoir-faire des grandes maisons françaises ont un rayonnement international? Pourquoi est-ce qu'elles attirent autant la clientèle de luxe et notamment la clientèle chinoise? Je pense que c'est lié à l'histoire de la France elle-même. Le savoir-faire, le Made in France est un savoir-faire très très ancien. Il a commencé déjà à l'époque de François Ier, à l'époque même des Médicis, de cette partie Renaissance, ou même avant. Et donc il y a vraiment cette tradition toujours du siècle des Lumières, on parlait de Louis XIV, et puis ensuite de l'époque de Napoléon III. Donc il y a toujours eu cette recherche artistique au niveau de la France, et qui finalement aujourd'hui est un vrai savoir-faire, et c'est ce que recherchent les clients. Donc aujourd'hui la France, elle est considérée, alors malheureusement pas trop en termes industriels, mais au moins en termes de luxe, de gastronomie, etc., comme la référence dans le monde, grâce à cette histoire. Et puis surtout, il y a au fil des années cet apprentissage qui est fait de génération en génération, et justement on ne perd pas ce savoir-faire. Et on a des métiers extraordinaires. Alors, évidemment la joaillerie, encore une fois, la place Vendôme, elle a une histoire très, très ancienne. Et il y a ce savoir-faire justement très ancien, mais pas uniquement. Il y a la tapisserie, il y a la porcelaine, il y a le cristal, il y a une maison comme Hermès, elle date de 1837. Donc vous voyez, il y a quand même une grande histoire que n'a pas forcément la Chine, même si aujourd'hui on a de plus en plus de designers et même de joailliers chinois qui apparaissent et qui font des très très belles choses. Nous, on a été contactés par exemple par des très belles marques chinoises de joaillerie qui souhaitaient fabriquer des produits en France pour les vendre sur leur marque. Des collaborations possibles. On a fait déjà, puisqu'on a des artistes chinois, peut-être pour les marques. Voilà, puisque nous on fait de la sous-traitance pour des marques internationales aussi, en parallèle de notre marque. Et donc en effet, on a eu cette année dernière, je crois, une demande justement par rapport à ça. Donc il y a aussi des partenariats à avoir avec ces nouvelles marques chinoises qui, là aussi, il y a une grande tradition en Chine aussi du savoir-faire. La porcelaine a été inventée en Chine. Donc il y a cette grande tradition. Malheureusement, ça a été un peu perdu dans le temps, mais aujourd'hui, je crois que les Chinois veulent retrouver ces racines. Par exemple, Hermès a créé cette marque Shensha où on retrouve le savoir-faire de la tradition chinoise. Et donc ça, c'est très très important. Voilà. Donc je dirais que c'est parallèle, et c'est pour ça que c'est deux peuples qui s'entendent très bien depuis des décennies et des décennies, parce que justement on a un peu cette même culture et on va un petit peu en parallèle par rapport en tout cas ces métiers de savoir-faire. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a eu des clients qui sont donc des clients chinois, et ils étaient intéressés par visiter notre atelier, et d'ailleurs je crois qu'on va voir, vous avez quelques images là-dessus, où justement, c'est ce qu'on disait, c'est la mentalité chinoise qui évolue aujourd'hui. Il y a quelques années, ils venaient en boutique, ils achetaient un produit, ils repartaient, et puis voilà. Aujourd'hui, non, ils sont intéressés, et donc on a quelques clients qui nous demandent, alors, de manière tout à fait exceptionnelle, parce qu'on ne peut pas le faire évidemment pour tout le monde, et on l'a fait de manière tout à fait exceptionnelle, montrer notre savoir-faire. Donc ils viennent, ils regardent, on les fait même des fois un peu travailler sur des choses très simples évidemment, mais voilà, il y a cet intérêt aujourd'hui d'aller un peu plus loin que juste acheter son bijou en boutique et de repartir. Donc il y a toute l'histoire, parce que chaque bijou a une histoire. D'accord. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour alors visiter, on ne le fait pas, encore une fois. Vous contactez d'abord pour voir exceptionnellement si possible. Ouais. Sinon vous avez toutes les informations donc, sur l'histoire de la marque, il y a des photos donc, sur votre site internet. Oui. Vous avez un site en français, en chinois. Oui, donc en français c'est www.joballet-paris.fr, donc le tiré du 6, et en chinois c'est joballet.cn.
D'accord. Voilà, et en effet, sur le site, il y a toute l'histoire, on voit des photos, on voit des vidéos, et donc ça permet en effet à connaître un peu plus cette histoire, et on a essayé d'être le plus précis possible, en tout cas sur le site chinois, pour que justement, je sais que c'est une langue très difficile, pour que justement ça soit à la fois compréhensible évidemment, mais aussi que ça soit intéressant pour le client. Et d'ailleurs, chaque semaine, on publie un post sur notre blog, qui est sur le site, sur des choses, que ce soit sur les bijoux en général ou sur notre marque. Donc, je vous invite, et j'invite vos téléspectateurs à aller voir chaque semaine un petit peu nos blogs, parce que c'est intéressant s'ils sont intéressés par les bijoux. En tout cas, j'espère que l'émission aura donné envie à tous les téléspectateurs d'en savoir plus, et aller visiter votre site, et également, pourquoi pas, d'acheter une bague pour aller plus loin. Et on a bien compris, donc vous avez eu une très belle expérience avec la Chine. Et ça va continuer. Vous avez gardé de très bons souvenirs malgré l'insolation que vous avez eue pendant quelques jours. Oui, bon, c'est loin maintenant. Et vous êtes encore d'y retourner de nombreuses fois en Chine. Oui, j'ai prévu d'y retourner encore cette année, probablement. Donc, pour le travail, encore pour le travail, cette fois-ci. Et donc, en effet, c'est une longue histoire qui a commencé il y a très longtemps. Et qui va sûrement durer très longtemps. Voilà, très belle continuation pour Jo Ballet Paris. Merci et beaucoup. Pour également les futurs clients, peut-être qui regardent. Avec plaisir. Ils sont les bienvenus en tout cas. Et ils sont reçus d'ailleurs, s'ils ne parlent pas français, ils sont reçus par des personnes qui parlent chinoise. Très bien. C'est la fin de votre émission Vision Chine, Waiguolun Kanzongguo. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine pour un prochain numéro de Vision Chine. Merci Monsieur Bergwell d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Sylvie de m'avoir accueilli dans votre plateau, et c'était très intéressant et ça m'a fait revenir quelques souvenirs, et je vous en remercie parce que peut-être ils étaient un petit peu enfouis, ils sont revenus à la surface. Merci. Merci en tout cas, et à très bientôt.